Oui, pardon, Marie-Laure Lambert, donc je suis maître de conférence à Aix-Marseille Université en droit de l'environnement et on s'intéresse de plus en plus aux questions effectivement d'adaptation au changement climatique et dans le lien entre le droit de l'environnement et le droit de l'urbanisme. Donc, je ne sais pas, il fait autre chose, mais voilà. La question que je voulais vous poser, puisque j'ai le micro, j'en profite, c'est que dans votre approche sur l'eau, en fait, vous avez une approche, bon, technicienne, c'est pas exclu, mais une approche par le tarif et par la question économique, ce qui est normal puisque vous êtes économiste. Et il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, vous avez dit on passe d'un accès libre à l'eau, qui était la règle jusqu'à présent, à un accès régulé. Effectivement, c'est ce qui se passe, mais aussi parce que il y a inscrit dans le droit que l'eau est un bien commun et un patrimoine commun. Et vous ne l'avez pas dit une seule fois, et c'est un petit peu dommage parce que c'est une forme d'approche qui permet justement, quand on est sur des ressources rares et qui commencent à être en tension, qui permet, comme tu le disais, de faire des arbitrages, mais de partager la ressource et de prioriser, comme disait l'intervenante tout à l'heure, quels sont les usages prioritaires de l'eau, indispensables, acquis, voilà, qui seront en priorité assumés. Et par contre, le remplissage des piscines, c'est pas juste par l'aspect tarifaire qu'on peut dire ça coûterait plus cher, il faut taxer le remplissage des piscines, ça serait de dire peut-être que dans certaines périodes de l'année ou dans certains lieux où il y a des tensions, il sera interdit de remplir les piscines. Et c'est mon approche de juriste. Les juristes disent à un moment il faut des règles de droit qui s'imposent à tous et qui ne passent pas forcément par la capacité à payer des gens par rapport aux autres. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voulez répondre, mais voilà, ça prend du temps. À la pause. Donc je vais faire, je sais que vous êtes tous affamés et qu'en plus ça sent bien la nourriture, ça donne envie. Qu'en plus là je vous recycle une présentation, je fais de l'économie circulaire avec mes propres PowerPoint, je recycle une présentation qui n'était pas exactement pour cet objet mais j'ai rajouté 2 diapos. Voilà, donc adapté à la question de Narbona. Donc l'intérêt du droit de l'adaptation au changement climatique, c'est qu'il est assez récent et que du coup on peut être assez créatif, l'air de rien, sur ces questions d'adaptation au changement climatique. Assez récent parce que le droit international s'est formé à partir de Rio, on l'a dit tout à l'heure. On a pris conscience, je crois, qu'on était vraiment dans le changement climatique dans les années 2000. C'est-à-dire que Rio, c'est 90, les États se disaient, bon, il va falloir faire quelque chose, il y a des choses qui vont se passer. Et puis dans les années 2000, on s'est dit, oula, mais c'est bizarre, les scénarios que nous faisait le GIEC, on a l'impression que c'est en train de se réaliser, que les choses se passent vraiment. Et il y a eu la création en France d'un organisme qui s'appelle le LONERC, l'Observatoire national des effets du réchauffement climatique, où vous pouvez trouver plein de données sur les impacts du changement climatique sur la France et sur certaines régions. Donc ONERC, c'est l'Observatoire national qui regarde comment ça se passe sur la France, qu'est-ce qui va coûter en termes d'impact, il fait des calculs économiques, voilà, c'est assez intéressant. Donc à partir du moment où on sait que les choses sont en train de se passer, le droit accélère et effectivement on a des politiques publiques qui se mettent en place et puis des questionnements parce que le droit qu'on avait jusqu'à présent et qui était adapté à un certain fonctionnement des sociétés doit être un petit peu réformé. Donc c'est les résultats de plusieurs programmes de recherche que je vais vous présenter ici. Qui sont des programmes donc toujours pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'on travaille toujours avec plusieurs laboratoires, donc des géomorphologues, des écologues de l'INBE, des sociologues, des économistes du LAMETA. Voilà, donc on n'est pas que des juristes à travailler sur ces questions-là, on essaie toujours de croiser nos questions avec celles des autres. Ce qui pose parfois des problèmes, et puis ce qui m'avait permis de lire en détail les résultats de M. Boudouresque, que j'avais utilisé pour vous donner sur je suis ravie de vous rencontrer, sur les Posidonies comme atténuateur de houle sur les littoraux. Voilà. Donc le droit aujourd'hui a sérieusement accéléré en France suite à la tempête Xynthia. Alors je ne rentre pas dans le débat scientifique, est-ce que Xynthia est une préfiguration des tempêtes de l'avenir ou pas, quels sont les facteurs, c'est pas le problème tellement pour nous juristes, parce que le fait est que Xynthia, que ce soit dû ou pas au changement climatique ou à d'autres facteurs, aussi à d'autres facteurs, Xynthia était quand même un révélateur et un électrochoc, on va dire, chez les politiques publiques. Avec en plus un électrochoc, un retardement après, c'est-à-dire que le maire de la Faute-sur-Mer, de la ville de la Faute-sur-Mer, où il y a eu le plus de morts en Vendée, avec un lotissement qui avait été construit derrière une digue en dessous du niveau de la mer et la digue a rompu et les gens sont morts parce qu'en plus il n'y avait pas d'étage surélevé pour se protéger.
Donc il y a eu des morts et le maire de la Faute-sur-Mer a été lourdement condamné, ce qui est très rare pour un maire, l'an dernier en 2014, en janvier 2014, par le tribunal des Sables d'Olonne, puisqu'il a pris 4 ans de prison ferme. Donc on est aujourd'hui sur des élus qui s'interrogent beaucoup plus sur les impacts du changement climatique, aussi parce qu'un de leurs collègues risque de partir en prison. Là, c'est un appel, l'appel sera rendu en novembre. Voilà, donc on a des choses qui ont bougé assez récemment depuis 2010. Donc nous, nos premiers programmes de recherche, ils étaient de 2009, et effectivement, à partir de 2010, on a commencé à intéresser beaucoup plus de monde, et c'est très bien. Donc ça, c'est une carte qui est un peu récente, qui est de 2008, qui était le nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles liées à la mer en France. Vous voyez qu'il y a des zones, notamment en Bretagne, ou ici sur la Camargue et Languedoc-Roussillon, mais également sur les Alpes-Maritimes, qui sont quand même déjà impactées, hein, ça c'est 2008. Donc on sait que ce sont des choses qui risquent de s'aggraver avec les multiples effets du changement climatique dont on a parlé depuis ce matin. Ici, je vous ai pris la carte des territoires à risque important d'inondation. Donc c'est la carte officielle là, qui est plus récente de 2014 ou de 2013. Je ne sais pas à quelle échelle on est. Est-ce qu'on est là, Narbonne, c'est dans le bleu marine, je ne sais violet. Pas, violet, voilà. Mais voilà, vous voyez que sur les littoraux, on est quand même sur des territoires où on sait qu'il y a des risques d'inondation, soit par les eaux douces, soit aussi par des submersions marines, soit par une conjonction des deux. Donc c'est aussi des cartes qui parlent là aujourd'hui aux décideurs. Alors qu'est-ce qui a changé dans le droit par rapport à ça? On a une directive européenne, la directive inondation de 2007, qui oblige désormais les États à faire des stratégies nationales de gestion du trait de côte et de gestion des risques d'inondation, et qui obligeront donc que les tris sont une application de cette directive européenne. Les États doivent mettre en place, à partir de ces cartes de TRI, des plans de gestion des risques inondations qui doivent être mis en place avant décembre 2015, donc c'est juste dans 2 mois et je ne suis pas sûre qu'ils soient prêts un petit peu partout. Peut-être que vous avez des nouvelles au BRGM s'ils sont vraiment avancés, mais ça me paraît pas très avancé. Et ensuite, alors, il y a des projets de PGRI qui sont un petit peu partout, mais est-ce qu'ils seront aboutis, on verra. Et à partir de ces PGRI, les agglomérations et les communes qui sont concernées par ces PGRI devront mettre en place des stratégies locales de gestion des risques inondations. Et donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait ce matin, penser globalement et agir localement. Et effectivement, on a aujourd'hui une implication importante des acteurs locaux, puisque l'État de plus en plus, par le biais des directives européennes, mais aussi par le transfert d'une compétence qui est la prévention des inondations, qui a été transférée aux collectivités locales récemment, en 2014, l'État demande de plus en plus aux acteurs locaux de réfléchir à leur échelle à la façon dont ils vont gérer leur territoire. Et gérer le territoire en matière d'inondation, c'est pas seulement faire des digues partout, c'est se dire, bon, quelles sont les digues qui peuvent tenir et qui sont vraiment indispensables, quels sont les endroits où il faut arrêter de mettre des digues ou d'entretenir des digues, et peut-être on laissera, comme on l'a dit, la mer avancer, et dans ce cas-là, il faut prévoir des relocalisations. Donc, nous, nos questions en tant que juristes, c'est comment on va gérer juridiquement ces situations où on dira, dans tel secteur, il va falloir relocaliser, reculer, et que fait-on des gens qui habitent déjà là et des constructions qui sont déjà là. Donc, voilà, la question qui se pose aujourd'hui, c'est ça, sachant qu'effectivement, on avait une loi littorale qui date de 1986, qui parlait pas du tout de submersion marine, parce qu'en 1986, on n'était pas encore dans ces problématiques-là. Par contre, qui avait pour objectif d'éviter d'avoir un bétonnage sur l'ensemble des côtes et de garder des espaces naturels, des espaces remarquables, et de reporter l'urbanisation en arrière le plus possible sur le littoral. Donc si on avait bien appliqué cette loi littorale, peut-être qu'on n'aurait pas aujourd'hui autant de biens construits sur les franges les premières du littoral. Bon, c'est comme ça n'a pas été tout. Et alors, par contre, c'est vrai que hier soir, on a vu à Fleury que la loi littorale avait quand même servi à éviter le projet NISA, là, dont il a parlé de faire des lagunes sur Saint-Pierre-sur-Mer. Donc je me suis dit, tiens, quand même, il y a des choses qui ont été évitées. Donc aujourd'hui, puisque cette loi littorale n'a pas suffi à ça, comment va-t-on gérer éventuellement dans le futur les relocalisations de ces biens? Donc je ne vais pas vous faire un cours de droit, surtout à cette heure-ci, mais simplement attirer votre attention sur le fait qu'on est en train de construire du droit pour l'avenir, mais les choses se font en même temps sur le terrain. C'est-à-dire que le ministère de l'Environnement a lancé en 2012 un appel à proposition des collectivités territoriales pour leur demander, on sait qu'il y a une stratégie nationale de gestion du trait de côte par le ministère.
qui veut impliquer les acteurs locaux en leur disant qu'est-ce que vous pouvez proposer comme projet, et il a demandé donc aux collectivités qui veut proposer des projets de relocalisation sur des territoires qui sont déjà vulnérables et sur lesquels il faut faire quelque chose. Et il y a eu donc 5 projets qui ont été proposés. Donc je vais vous en parler un petit peu puisque l'objectif c'était de savoir ce qui se faisait aujourd'hui. Donc ces projets concernent, le premier c'est Holt dans la Somme. Donc Holt c'est une falaise de craie qui s'effondre à intervalles réguliers, bon c'est pas tous les ans mais enfin qui s'effondre sans trop prévenir. Donc depuis le 19e siècle elle s'effondre, c'est pas forcément lié au changement climatique mais bon c'est la mer qui tape en dessous et donc on a déjà un recul de cette falaise, où des maisons sont déjà tombées avec la falaise, une partie de la route et autres. Et donc la commune de Holt a déposé un projet pour savoir comment reculer, comment déconstruire volontairement avant que ça tombe les habitations qui sont vulnérables dans les 20 ou 40 prochaines années. Et comment on fait pour indemniser les gens, pour leur dire de partir, pour leur trouver éventuellement du relogement ailleurs. Donc voilà, le premier problème d'Holt, c'est la falaise qui tombe. Le deuxième projet, c'est Hyères dans le Var, donc c'est pas très loin d'ici. Là, il y avait un projet qui était porté pas mal par les services urbanisme de la mairie sur la plaine du Ceinturon et sur la route, parce qu'il y avait des plages devant la route de la plaine du Ceinturon, et le recul du trait de côte et l'érosion littorale fait que le sable est parti et que aujourd'hui la mer est vraiment sur le bord de la route et que l'hiver la route est submergée, et que derrière la route vous avez une plaine qui est au niveau de la mer, avec certains endroits qui sont même en dessous du niveau de la mer. Donc la route finalement sert de dernière barrière, mais on sait que dans les années qui viennent, il y aura aussi des problèmes. Donc les services de l'urbanisme et de l'environnement de Hyères voulaient réfléchir sur ces questions-là à long terme pour essayer de voir qu'est-ce qui serait possible sur ces endroits. Le changement de municipalité a fait que la nouvelle municipalité a plus trop envie de soutenir ce genre de réflexion, donc ça se fait un peu moins vite. Troisième exemple, c'est sur le littoral aquitain. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, le littoral aquitain a pris très cher sur les 2 derniers hivers, effectivement. Donc, il y a plusieurs sites qui sont très vulnérables au recul du trait de côte sur des plages sableuses. Et ce qui est intéressant avec donc le GIP littoral aquitain, si vous cherchez des exemples, c'est GIP littoral aquitain, travaille vraiment sur ces questions de gestion du trait de côte depuis des années. Et alors il y a eu l'immeuble Le Signal à Soulac dont tu as parlé tout à l'heure, donc 80 logements qui ont dû être évacués, mais il y a aussi Lacanau dont une partie du noyau villageois doit être déconstruit et transformé. Donc le littoral aquitain c'est intéressant parce que par rapport à ce qu'on disait sur les incertitudes, les évaluations des géomorphologues donnaient un trait de côte pour 2040, qu'on avait à peu près dessiné sur une carte avec beaucoup d'incertitudes. Donc ce qu'on attendait comme niveau de recul du trait de côte pour 2040 a été observé, c'est-à-dire que c'est le trait de côte depuis l'an dernier, depuis l'hiver dernier. C'est-à-dire que les incertitudes, elles peuvent être dans un sens, c'est-à-dire, on ne sait pas trop si ça va bouger sur la Méditerranée, mais sur l'Atlantique, là, ça va beaucoup plus vite même que ce qui était prévu. Donc, effectivement, il y a plus que des réflexions, il y a des stratégies publiques maintenant qui sont bien avancées sur le littoral aquitain. Un autre exemple sur Petit-Bourg en Guadeloupe, là, c'est de la côte rocheuse, avec des rochers qui s'effondrent progressivement, de l'érosion de côte rocheuse et des habitations qui sont construites là. Pas toutes dans la légalité, on va dire. Certaines sont sans permis de construire, mais sont là. Il y a des gens qui habitent là, donc il faut en faire quelque chose aussi. Et le dernier exemple, c'est Vias dans l'Hérault, donc c'est juste à côté d'ici. Et Vias, si vous avez des lotissements comme ça qui s'endiguent, qui sont eux-mêmes endigués avec la mer qui est derrière, le domaine public maritime et le trait de côte maintenant est derrière le lotissement. Et en fait, il y a 2-3 rangées de maisons qui sont protégées juste par des digues privées. Qui ne tiendront pas sur 2040 ou 2050, donc c'est des vrais problèmes. Et puis vous avez pas mal de campings aussi qui sont vulnérables sur l'Hérault. Donc ça, c'est déjà aujourd'hui en train de se faire. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est des réflexions au niveau national. Il y a encore une réunion en novembre là, sur le ministère de l'Environnement pour savoir qu'est-ce qu'on prépare comme droit pour l'avenir pour gérer ces cas-là. Donc là, je vais vous parler juste en 2 mots des recherches qu'on a fait nous en tant que juristes, parce que comme on est universitaire, juriste et chercheur, on est assez libre, on n'est pas élu, on n'est pas au ministère de l'Environnement, on n'est pas chez Bouygues, on est chez personne, et on est assez libre de se dire quel serait l'idéal du droit qu'on aimerait pour gérer ça. Donc ce qu'on a fait comme proposition, et ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas paru farfelu aux gens du ministère ni d'ailleurs, c'est de dire, c'est un peu dur de dire aux gens la mer va avancer, donc alors actuellement le droit c'est soit on laisse la mer avancer et un jour ou l'autre
la mer est sur votre propriété, et l'État arrive et peut dire, bah, tiens, je redélimite le domaine public maritime, c'est-à-dire la limite du domaine public de l'État. Le domaine public maritime, madame, il est chez vous, il est à la moitié de votre maison, donc ça ne vous appartient plus, maintenant ça appartient à l'État. Hein, la délimitation du domaine public maritime, c'est ce qui fait que la mer avançant, bah, c'est le domaine public de l'État qui avance naturellement, et à un moment, on peut très bien dire aux gens, bah, vous n'êtes plus chez vous, c'est plus une propriété privée, vous êtes dans le domaine public maritime, vous n'avez droit à aucune indemnisation, et c'est comme ça que vous partez. Donc c'est assez violent, on va dire, comme solution, mais c'est le droit actuel, hein, c'est l'application du droit. Donc soit on laisse les choses en l'état et on attend que la mer monte et on dit progressivement aux gens, tiens, ça y est, j'ai refait la ligne, vous n'êtes plus chez vous, c'est un peu violent. Soit on fait intervenir ce qu'on appelle le fonds Barnier, donc c'est le fonds de prévention des risques naturels, qui a été mis en œuvre, enfin qui a été appliqué aux submersions marines à l'occasion de la tempête Xynthia, justement. Donc un fonds qui permet d'indemniser les personnes qui ont été victimes de catastrophes naturelles pour les reloger, donc enfin, les exproprier ou acquérir leur maison à l'amiable. Donc le fonds Barnier, c'est intéressant, mais quand on regarde sur l'ensemble des littoraux français et en Outre-mer, le nombre de maisons qui risquent d'être impactées dans les 40 ans, on se dit que ça va être quand même très cher si on fait tout payer au fonds Barnier et on n'est pas sûr que le fonds Barnier suffise. Donc les propositions qu'on fait, c'est de dire on pourrait peut-être imaginer une perte de propriété dans le temps où les gens perdent le droit d'usage de leurs biens progressivement. Donc dans un premier temps, ils perdent la nue propriété de leurs biens, c'est-à-dire qu'on leur dit tout de suite, voilà, dans la stratégie locale, on a mis en place que ces rangées de maisons là sont vulnérables dans les 40 prochaines années. Donc on met en place une politique, on vous dit que ça sera plus chez vous, parce que de toute façon, soit le domaine public maritime avancera, et voilà, soit on vous propose une solution qui est l'étalement dans le temps. Donc vous perdez tout de suite la nue propriété, ça veut dire que vous ne pouvez plus vendre votre maison et que vos héritiers n'en héritent pas non plus. Donc vous savez qu'à terme, ce bien, il est perdu pour vous et votre famille. C'est dur dans un premier temps, mais en même temps, vous avez encore le droit de le louer, de l'occuper pendant un certain nombre d'années. Et progressivement, donc on a 2 échéances qu'on calcule comme on veut, et on se dit que voilà, après, ils n'auront plus le droit de le louer, et puis à la fin, plus le droit de l'occuper. Donc c'est des propositions qu'on a faites, et finalement, quand on regarde ce qui se passe, eh ben, on s'est rendu compte que dans le projet de l'Adréal du Languedoc-Roussillon, ils ont réutilisé un système comme ça, donc on n'est pas très loin de ce qu'il va faire. Et sur Bauduc, les hameaux de Bauduc qui sont en Camargue aussi, la mairie d'Arles a proposé aussi d'acheter la nue propriété des terrains et puis de laisser occuper les habitants. Donc voilà, c'est des choses qui se profilent et qui, certainement, dans les années qui viennent, seront intégrées au droit. Deuxième question, qui est beaucoup plus discutée, c'est la question des indemnisations. Donc actuellement, le fonds Barnier dit, si on exproprie, déjà, on ne tient pas compte de la perte de valeur de la maison liée au risque, donc on va indemniser très généreusement la maison. Est-ce que, si on utilise des indemnisations d'État, donc même si on étale dans le temps la propriété, est-ce qu'on peut garantir que tous les gens qui ont des maisons sur le littoral seront indemnisés à la même hauteur par le fonds Barnier? Et là, le problème se pose de la valeur des biens sur le littoral. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des inondations de fleuves ou autres, on n'est pas sur les mêmes problématiques, on est sur des biens en frange littorale avec la vue sur mer, c'est-à-dire des biens où tout le monde voudrait habiter et qui coûtent très cher. Donc comment on fait pour faire indemniser sur fonds publics des propriétés qui valent très cher, notamment on a un projet sur les Alpes-Maritimes et on s'est donné des sueurs froides sur les évaluations coût-avantage. Donc voilà, est-ce qu'on dit chacun a droit à une indemnisation et le palace sur Nice ou sur Èze sera indemnisé de la même façon que la maison d'ostréiculteur sur le bord du bassin d'Arcachon, ou est-ce qu'on dit non, il faut peut-être intégrer d'autres critères que cette simple égalité de traitement entre des gens dont la valeur des biens n'est pas la même. Donc ce qu'on propose, et qui est très novateur en droit, parce que normalement en droit c'est égalité devant la loi et devant les charges publiques, c'est de dire non, il faudrait peut-être d'autres critères d'indemnisation qui tiennent compte de l'équité sociale et de la capacité des propriétaires de se reloger eux-mêmes ou d'avoir d'autres maisons ou autres. Donc ce qu'on propose, c'est de moduler ces indemnisations par d'autres critères. Donc la capacité, d'abord, est-ce que cette maison est une habitation principale ou secondaire? C'est pas qu'on n'aime pas les résidences secondaires, mais ça veut dire que le propriétaire a aussi une autre maison ailleurs dans laquelle il peut habiter.
Donc il n'y a pas forcément d'urgence à lui indemniser cette maison, parce que on va dire que c'est un petit bonus qu'il a, même s'il y a eu ses économies, tout ce que vous voulez, mais bon, il a une autre maison ailleurs. Deuxième critère, ça pourrait être la capacité fiscale, donc voilà, Madame Bettencourt, on va peut-être pas lui indemniser la perte d'un bien qu'elle a au bord de l'eau, alors que voilà, sur fonds publics payés par l'ensemble des contribuables. Et par contre, et également, est-ce que la personne se sert de cette habitation pour son travail, et là, prendre le cas justement des pêcheurs, des ostréiculteurs qui, eux, ont leur activité économique en proximité de la mer. Donc ça paraît tout à fait innovant, et en même temps, moi qui observe le droit, je me dis, tiens, ben, quand même, sur la dernière loi, là, sur la loi de finances sur les allocations familiales, il y a eu une évolution du droit là-dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis l'an dernier, les allocations familiales ne sont plus complètement versées à toutes les personnes qui ont 3 enfants selon la loi de sécurité sociale, c'est modulé selon les revenus du ménage, alors qu'avant, c'était dès que vous avez un 3e enfant, vous avez les allocations familiales comme les autres, que vous soyez très riche ou très pauvre. Donc ça, c'était le principe qui a été renversé par la dernière loi si ce n'est pas la loi de finances, c'est la loi de sécurité sociale, mais voilà, on va dire qu'on y revient un petit peu, qu'on vient un petit peu peut-être à l'intégrer ces critères d'équité sociale dans des formes d'indemnisation ou de subventionnement. Là, je voulais alors, dernier point à voir, c'est nos propositions juridiques. Et ce qu'on a fait comme programme de recherche, justement hier, puisqu'il y avait ces projets de relocalisation, c'était de voir comment les gens qui sont, enfin les habitants, la question de l'acceptabilité sociale, comment elle se posait, et comment les habitants de hier pouvaient réfléchir à ces questions-là. Est-ce qu'ils étaient prêts à y réfléchir, et est-ce qu'ils admettaient nos propositions comme complètement irréalistes ou pas. Ce qui nous a donné envie de faire ça, c'est ce qui s'était passé justement sur le littoral aquitain, et notamment à Lacanau, où à Lacanau, il y a eu beaucoup de réunions publiques avec les habitants. Lacanau, en hiver, il n'y a pas grand monde, et là, aux réunions publiques, moi j'avais été assister à une réunion en décembre, ça caliait très fort à Lacanau, plus qu'ici, et il y avait 150 personnes dans la salle des fêtes de Lacanau à écouter qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se disait, ce que disait le maire, ce que disait le GIP littoral aquitain. Et ce qui était passionnant, c'est que les gens qui étaient venus là n'étaient pas, alors pas tous, il y en avait certains évidemment qui disaient non, mais il faut une digue, il faut absolument une digue, il faut protéger, gna gna gna, et puis d'autres qui disaient écoutez, on sait que ça va foutre le camp, de toute façon le littoral, bon, c'est pas la peine non plus de lutter. Et à quoi ça va servir de payer une digue qui va nous protéger jusqu'à 2040, et puis ensuite devoir repayer pour la relocalisation des biens, donc on va payer 2 fois. Et donc il y avait une espèce de maturité de la réflexion des habitants, alors que le maire, lui, était terrorisé de se dire comment on va faire, les gens, est-ce que je vais être réélu si je lance ces projets-là. Et on a l'impression quand même qu'il y a une maturité plus forte des citoyens, des habitants, alors que les élus sont toujours en retrait en se disant comment les gens vont prendre ça. Ce qu'on a voulu faire, c'est sur hier, aller poser directement la question aux gens pour voir ce qui se passait. Donc ce qui ressort des résultats de ces enquêtes qui ont été faites donc, par les collègues économistes qui ont fait les statistiques, en gros, voilà, on a quand même une compréhension qu'il faut agir assez vite, c'est-à-dire dans les 10 ans à venir, majoritairement, les gens se disent il ne faut pas attendre après 10 ans, il faut en gros intervenir assez vite. Très peu de climato-sceptiques, là, les prévisions ne sont pas prouvées, c'est que 9% des habitants. La montée du niveau de la mer ne sera pas importante, donc 6%. Il ne sait pas 4%, mais vous voyez que c'est très minoritaire et qu'en gros les gens disent il faut agir soit tout de suite, soit un petit peu plus tard, mais il faut commencer à agir. Est-ce que les gens trouvaient que la relocalisation c'était réaliste dans 20 ans ou irréaliste? Non réponse. Ah oui, voilà. Donc les barres en violet, c'est ceux qui pensent que la digue est plus réaliste, et les barres en bleu, c'est ceux qui pensent que la relocalisation est plus réaliste. Donc vous voyez que, il y a quand même... la digue est irréaliste, finalement, majoritairement. Ce qui est plus irréaliste, c'est de faire des digues que de faire de la relocalisation, dans la 4e colonne. Donc vous voyez qu'on est sur des choses quand même assez... et on n'est plus dans l'approche protection lourde, il faut de la digue et le reste est irréaliste. On est sur des choses qui sont soit à peu près équilibrées, soit favorables à une relocalisation. Donc même pour la relocalisation assez vite, c'est la relocalisation qui l'emporte sur la digue. Donc je vous laisse voir le tableau, mais j'en ai d'autres et je ne sais pas quelle heure il est.
Je pense qu'il va falloir conclure. Avancer. La confiance dans les institutions, mais j'ai bientôt fini. Pour porter le projet de relocalisation, c'est plutôt le Conservatoire du littoral qui arrive en priorité comme acteur qui peut être crédible. L'État un peu moins, la communauté d'agglo quand même, et puis les autres. Donc ça c'est là. Là, c'est pas très. L'idée qu'on leur avait posée, surtout la légende, la question qu'on leur avait posée, c'était est-ce que si il y avait un projet de relocalisation, est-ce que vous monteriez une association de propriétaires ou de copropriétaires pour vous défendre? Et c'est illisible. En gros, c'était oui, je participerai, mais pour pouvoir avoir des informations. Et en fait, la barre rouge grande, là, c'était ceux qui voulaient monter une association vraiment pour contrer le projet. Donc finalement, c'est pas les plus nombreux. On voit qu'il y a une volonté de concertation et de coproduction de la règle des citoyens, et pas forcément pour s'opposer au projet, mais pour... Alors, la conscience de l'intérêt collectif de la relocalisation, ça c'est la question qu'on leur avait posée, et ils trouvaient que c'était pas mal la relocalisation parce que ça permettait d'agrandir la plage, de garder la plage, d'éviter les risques de sécurité, moins de dégâts en cas de tempête et autres. Donc ils ont quand même une conscience de l'intérêt collectif de la relocalisation. Ça, si j'ai pas trop de temps, ça c'était des choses, d'autres questionnements du coup qu'on avait creusé dans le cadre d'autres colloques, où on se disait mais comment pourrait être un urbanisme, en même temps ce qui va intéresser les étudiants, c'est-à-dire comment pourrait être l'urbanisme littoral dans les années à venir. Est-ce qu'on reste sur il faut construire des immeubles en béton, des choses qui sont un peu passées de mode et qui correspondaient à un urbanisme des années 60-70, ou est-ce qu'on imagine d'autres modes d'occupation du littoral, des choses plus légères, des choses démontables, des choses qu'on peut reculer justement si la mer avance, et de quelle façon on peut réinventer tout ça. Donc ça pourra donner lieu à... Deuxième question, avec des réflexions des étudiants. Deuxième question, c'est est-ce qu'on est obligé de tout relocaliser? Là aussi, c'est une vraie question parce que tous les élus qui se sont lancés dans ces projets expérimentaux vous disent, bon, faites-moi une stratégie, mais il faut à niveau constant de construction. C'est-à-dire qu'ils se disent, tout ce qu'on va enlever de la frange littorale, il faut absolument le reconstruire un petit peu plus loin. Et on peut se demander aujourd'hui si tout est aussi légitime à être reconstruit un petit peu plus loin. C'est-à-dire quand on regarde le taux d'occupation des résidences secondaires qui sont pour certaines occupées que 3 semaines par an, est-ce que vraiment il faut reconstruire l'équivalent? Ou est-ce qu'on peut faire ça, c'est-à-dire partager le littoral davantage? Et là j'en reviens à ma question du début sur le bien commun, puisque la notion de bien commun et la notion de littoral partagé, c'est une chose sur laquelle on réfléchit. En se disant, le bien commun, comme l'eau en matière de changement climatique, va devenir, le littoral va devenir un bien rare finalement et un bien vulnérable. Et est-ce que les modes de gestion juridique du littoral, est-ce qu'on reste sur de la propriété privée contre la propriété de l'État, domaine public maritime, ou est-ce qu'on invente une forme de domaine public littoral ou de bien commun littoral qui permettrait à tout le monde d'aller au bord de la mer, d'avoir des occupations peut-être du littoral éphémère avec des caravanes, des machins, ou des lodges qui seraient peut-être un peu plus luxueux, mais qui pourraient être démontés et reconstruits plus loin si la mer avance. Et comment déprivatiser le littoral et en faire un bien commun qui soit plus partagé. Donc c'est d'autres questions aussi, mais c'est un petit peu les questions aussi sur lesquelles on voulait tourner sur le projet Narbona. Donc j'ouvre juste ces possibilités de réflexion aux étudiants. Voilà, donc est-ce qu'on organise un droit du partage de l'habitat ou du partage du littoral? Eh bien voilà, j'ai fini. Donc... Je voudrais juste ajouter 2-3 choses. Le GIP Littoral Aquitain, qui est donc un groupement dans lequel le but c'est que tous les acteurs institutionnels, entreprises, associations, tout le monde participe à la réflexion et il travaille vachement bien depuis plusieurs années et du coup il y a une conscience réelle. Puis le journal local Sud-Ouest, pour ne pas le nommer, parle beaucoup des choses et du coup il y a une vraie conscience des enjeux et en plus le littoral, comme tu l'as dit, on le voit reculer maintenant et c'est pas un petit recul, c'est pas centimètre par centimètre. Il recule de dizaines de mètres. Et du coup, ce qui se passe à Lacanau, c'est alors Lacanau, comme toutes ces villes sur l'océan, il y a le village qui est à l'arrière, plusieurs kilomètres, et puis il y a Lacanau-Océan. Et c'est Lacanau-Océan qui est en plein, qui est condamné vraiment. Et tout le monde le sait parce qu'à Lacanau-Océan, qu'est-ce qu'on fait? On fait du surf.
C'est capitale mondiale du surf. Et donc les gens qui viennent à Lacanau Océan, ils voient chaque année les dunes reculées, etc. Donc à partir du moment où on voit les choses, je pense que les gens sont beaucoup plus conscients. Et du coup, c'est un signe d'espoir pour toutes ces choses, à mon avis. L'autre point que je voulais ajouter, c'est que le fonds Barnier d'indemnisation, il faut quand même savoir comment il est alimenté, ce fonds. Quand il a été créé, il a été décidé qu'il serait alimenté automatiquement sur chaque assurance souscrite pour les dommages aux biens. Donc dès que vous souscrivez une assurance... Pour votre habitation, ouais. Il y a une part qui part... Habitation ou entreprise, pas que les habitations, il y a une part, un pourcentage qui va dans ce fonds. Au départ, c'était 2%, on en est à 12 maintenant. Et donc, en fait, même quand vous êtes très très loin du littoral, vous alimentez ce fonds. Mais on voit bien que chaque année, il n'y a pas assez d'argent, et donc c'est juste pas viable. À mon avis, c'est pas viable ce système d'indemnisation. Donc moi je suis très intéressé par vos pistes d'occupation temporaire, d'autorisation d'occupation temporaire. Je crois qu'à Tahiti, en Polynésie, c'est ce type de formule, c'est-à-dire qu'on n'est pas propriétaire du terrain, on est propriétaire pour un certain temps du lieu, on peut en jouir, mais au bout de quelques dizaines d'années, c'est remis dans le bien commun. Mais il y a plein de pays sur la planète qui n'ont pas de propriété privée du sol. Dans tous les pays d'Afrique, c'est l'État qui est propriétaire du sol et qui donne des autorisations d'utiliser le sol, effectivement, à des... Donc quand on achète une propriété, on achète un droit de jouissance. Et pas... Voilà. Bon, excusez-moi. Question. La première chose à faire, c'est pas d'arrêter de construire. Ah, tout à fait. Non, mais tout à fait. Là, c'est vrai que j'ai été vite, mais dans le programme, enfin dans ce qu'on a. Alors, si vous êtes intéressé, on a publié aux éditions Vertigo, c'est en ligne, c'est en accès libre. Donc, si vous tapez Vertigo, Lambert, risques littoraux, vous arrivez sur un ouvrage collectif qu'on a rédigé avec plusieurs juristes, plus des géomorphologues et des sociologues, enfin les anthropologues qui avaient participé à et les économistes. Donc, tout ça est en ligne si vous le voulez. Et dans les propositions qu'on faisait, effectivement, il y en avait plusieurs sur l'anticipation sur les constructions, évidemment, ça c'est logique. Et l'idée, c'était de dire il faudrait déjà anticiper sur la connaissance de cette bande littorale qui sera vulnérable à 100 ans et la délimiter, parce que ce que j'ai dit sur le bien commun, c'était de faire une délimitation du littoral qui sera impacté dans les 100 prochaines années, d'appeler ça un domaine public littoral et de savoir que là, évidemment, on ne construit plus et on trouve des dispositions pour reculer progressivement ou enlever les habitations qui sont là. On peut faire autre chose aussi assez vite, c'est-à-dire que les collectivités, dans le cadre de la loi littorale, les mairies, vous savez qu'il y a une bande de 100 mètres le long du littoral qui est inconstructible en dehors des zones habitées. La loi littorale autorise depuis 1986 les mairies à étendre cette bande des 100 mètres, c'est-à-dire que dans le plan local d'urbanisme, une mairie peut très bien dire la bande inconstructible, c'est pas 100 mètres, ça sera 300 mètres, voire 2 km, parce qu'on sait que là, on a des effondrements de falaises, des choses comme ça. Donc ça, c'est des propositions qu'on rappelle aux élus, parce que je travaille aussi avec sur des stratégies sur le Pays Basque ou autre, ça rentre pas facilement dans leurs oreilles, moins que sur la côte aquitaine. Mais voilà, l'idée, c'est de dire, à la limite, il y a des outils qui sont, si vous le voulez, immédiatement disponibles pour les communes, si vous voulez. Mais pour un élu qui est directement en prise avec les demandes de permis de construire, les gens qui sont là, qui disent « Ah oui, mais moi je veux bien couler un peu plus de béton là, sur la falaise parce que ça va partir, mais si je peux rester encore 10 ans ou encore 20 ans, ça me va. » Le maire, il est directement au contact. Voilà. Et oui, en plus, il y a les retombées fiscales, mais il y a aussi le côté que les élus locaux... Alors, c'est la bonne échelle pour travailler, le local, mais en même temps, les élus n'ont pas assez de distance par rapport aux demandes des administrés. Et c'est pour ça que le rôle de l'État ou le rôle de structures un peu moins politisées, un peu moins localisées, est important aussi. Et le problème, c'est que l'État abandonne un petit peu ses missions aujourd'hui sur la question de la prévention des risques. Mais par exemple, je me permets sur Xynthia, pour revenir sur Xynthia et les morts de la faute sur mer, etc. Certes, c'est le maire et son conseil municipal, avec des conflits d'intérêts terribles, qui était le premier responsable, mais toutes les autorisations de construction ont été validées de l'État qui aurait pu... par l'État, et qui n'a rien dit.
Donc voilà, c'est pas. Il y avait un PPRI qui était prévu par l'État, qui avait été lancé pour justement essayer de limiter les constructions. La mairie l'avait bloqué pendant longtemps. Donc il y a toujours ce dialogue difficile entre l'État et les collectivités sur jusqu'où on met la sécurité avant la construction et le développement.